Mission d'information, c'est ce qui fait l'actualité depuis plusieurs semaines en Guinée. La fièvre hémorragique Ebola continue à faire des conséquences. Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Réflexion sur Ebola. Réflexion sur Ebola est un programme dans lequel nous faisons le point sur les derniers développements de l'épidémie d'Ebola dans la sous-région à travers des magazines, interviews et témoignages des victimes et des acteurs impliqués dans la riposte. Aujourd'hui, Réflexion sur Ebola reçoit Aliou Boli, représentant pays de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en République de Guinée, basée à Conakry. En marge d'une rencontre entre le CICR et ses partenaires, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la Croix-Rouge le 8 mai, Aliou Boli nous a accordé un entretien dans lequel il est revenu sur l'actualité liée à l'épidémie en Guinée, mais également sur ses expériences à la tête de plusieurs équipes de volontaires du FICR déployées sur le terrain et au contact des populations. Monsieur Boli, merci de nous recevoir ici en marge de votre réunion annuelle de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nous allons d'abord parler de l'actualité. La Guinée et la Sierra Leone ont, il y a quelque temps, mis en place un plan de riposte coordonné, justement pour stopper les contaminations qui continuent de s'effectuer entre les deux pays. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît ? Oui, alors d'abord il faut voir d'où vient cette nécessité d'avoir une approche un peu transfrontalière, comme on l'appelle, en particulier entre la Guinée et la Sierra Leone. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est les deux pays actuellement qui continuent de notifier des cas positifs d'Ebola. Et donc, il était nécessaire de regarder un peu pourquoi. Il se trouve qu'en forêt, on a ce qu'on appelle le triangle kissien, donc entre Sierra Leone, Libéria et Guinée, où la même communauté qui habite, des mouvements de population de part et d'autre de la frontière, qui sont des frontières, c'est devenu un lieu commun de dire des frontières poreuses, incontrôlables en tous les cas. Et c'est pareil au niveau de la frontière entre la Sierra Leone et la Guinée dans la basse-côte, au niveau de la côte ouest. Il y a la ville de Forêt-Caria au niveau guinéen, du côté Sierra Leone et Akimbia. Et c'est les mêmes populations qui sont là. Et puis il y a énormément d'échanges commerciaux. Il y a des pêcheurs qui passent avec des pirogues. Il y a des plis de passage qui sont parfois même pas connus. Alors l'idée c'était justement de dire que on remarque à chaque fois quand on arrive à éradiquer l'épidémie dans un coin, il y a toujours ces mouvements en fait de personnes contacts qu'on ne contrôle pas, qui quittent une zone active, donc une zone en pleine épidémie, dans un pays, mais juste à la frontière, pour passer la frontière et aller dans l'autre, et donc forcément amener le virus là. Alors il était vain d'envisager une riposte d'un côté de la frontière sans la coordonner avec l'autre partie. Parce que c'est les mêmes familles, ils se déplacent, ils bougent et donc il fallait faire un travail vraiment collaboratif entre les deux pays. Et c'est ce qui a été fait justement en particulier entre Forêt-Caria et la zone de Cambia en Sierra Leone. Il y a quelques mois, au plus fort de l'épidémie, tous les pays qui étaient touchés ont mis aux frontières des barrières sanitaires qu'il fallait traverser d'abord pour accéder à l'autre pays. Est-ce à dire que ces barrières sanitaires n'ont pas marché? Non, ça ne pouvait pas marcher. Ça ne pouvait pas marcher parce que là où on a 4 entrées officielles, on a 400 passages non officiels et qui sont des passages que seules les communautés connaissent. C'est en pleine forêt, tu pars d'un arbre à l'autre, tu es d'un pays à l'autre. Les gens ne passent pas forcément que à travers les postes frontaliers officiels. Je pense que je n'ai pas des statistiques, mais une estimation comme ça, moi je pourrais dire 90% des passages se font en dehors des postes frontaliers officiels. Ce sont les véhicules qui passent par là. Mais les personnes qui bougent à pied, à vélo, à moto, n'ont pas besoin de passer forcément par là. Et sachant qu'il y a des contrôles sanitaires justement qui se font là-bas, mais automatiquement les gens évitent de passer par là et vont utiliser des passages qui sont inconnus. C'est à cause de ça que parfois on arrive dans un village, on fait le screening, on voit que tout va bien, il n'y a pas de problème.
Une semaine après, on revient, on trouve qu'il y a des cas. Et c'est parce que quelqu'un qui était de l'autre côté n'est pas passé par la barrière, par le poste frontalier où il y a les dispositifs sanitaires de contrôle des températures, des symptômes en tout cas. Et que la personne est passée de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est comme ça? Le contrôle des frontières en Afrique, pour lutter contre une épidémie comme Ebola, je pense que c'est une mesure qu'il faut prendre en considération, mais ce n'est pas la panacée. Il y a autre chose à faire, comme par exemple l'éveil des consciences des communautés justement qui vivent de part et d'autre. Parce que c'est lorsqu'elles auront appris, surtout lorsqu'elles auront compris ce que c'est que le danger qui les guette, lorsqu'elles auront, se seront appropriées elles-mêmes pratiquent les stratégies de riposte que nous, les gens externes à la communauté, venons leur apporter, et bien c'est à ce moment-là qu'il y a des chances justement que ces mêmes communautés prennent des mesures de protection et de rupture de la propagation de l'épidémie. Nous savons qu'en Guinée, la saison des pluies, non pas seulement en Guinée, mais dans ces 3 pays, la saison des pluies approche ou est déjà là, dans certaines parties. Et certaines villes sont sujettes à des inondations. Qu'est-ce que ces facteurs vont avoir comme impact dans la riposte à Ebola? D'abord, c'est des pays qui sont souvent avec des reliefs très accidentés. Donc, en temps normal, un réseau routier, malheureusement, comme dans la plupart des pays en développement, sinon inexistant, mais du moins négligeable, quoi, parce qu'en dehors des capitales ou des routes nationales, c'est que des pistes. Alors, imaginez que vous soyez dans cet environnement géographique. D'abord, sans la pluie, l'accès aux communautés est complexe. Je veux dire, vous allez au Libéria pour vous déplacer sur une distance de 200 km parfois, accéder aux populations les plus reculées. Quand vous partez de Monrovia pour aller à la frontière avec la Côte d'Ivoire, par exemple, c'est problématique. Ça, c'est même en dehors de la pluie. Alors, quand il y a la pluie, le problème, c'est pas que c'est le virus qui informe tout ça. Non. C'est juste qu'on n'arrive pas à accéder aux populations. Et comme on n'y accède pas, eh bien, les mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie ne sont pas appliquées. Les messages de prévention que les populations devraient avoir justement pour éviter de contracter le virus, elles ne l'ont pas, puisque les humanitaires ne peuvent pas accéder. Donc voilà en quoi la saison dans laquelle nous entrons est complètement empreinte de danger pour nous. Et le danger, il est d'autant important que Ebola, ce n'est pas comme une autre épidémie, comme vous savez. Il suffit d'un seul cas pour infecter toute la région africaine. Je ne parle même pas du pays. Alors, on a beau travailler, Libéria est free aujourd'hui, mais même si en Guinée, en Sierra Leone, on arrive à tout éliminer et qu'il reste un seul cas qu'on ne maîtrise pas et que la pluie nous empêche d'aller dans le village où se trouve ce cas-là, rien que ce cas-là peut relancer l'épidémie d'une manière encore plus fulgurante. C'est les personnels, les volontaires de la Croix-Rouge qui font les enterrements sécurisés. C'est les volontaires Croix-Rouge qui vont sur le terrain faire la sensibilisation. Et ce sont ces mêmes volontaires qui, quelquefois, ont fait face à des violences de la part des populations. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça et me dire comment, en tant que membre de cette organisation, comment vous vivez ça? D'abord, les violences face aux équipes de sensibilisation du CICR, FICR aussi a subi cela. Et au-delà, la pression psychologique que c'est de travailler dans des conditions de menace sur votre propre santé. Merci pour cette question, parce qu'elle me permet d'abord de rendre un hommage appuyé à l'ensemble des volontaires de la Croix-Rouge dans les 3 pays, que ce soit en Guinée, en Sierra Leone ou au Libéria. C'est des héros. C'est des jeunes, c'est des moins jeunes, c'est des hommes, des femmes de tout âge qui, depuis le premier jour, dans l'ensemble des pays, ne se sont pas reposés une seule fois. Quand je dis que nous sommes fatigués, etc., mais je pense plus à eux. Parce qu'à la limite, nous, acteurs humanitaires internationaux, il nous arrive de prendre des congés. Ces gens-là ne vont pas en congé. Et c'est la première fois on est dans une situation où on a été obligé de former jusqu'à aujourd'hui. Hier encore, on était en train de former de nouvelles équipes d'enterrement sécurisées dans la ville de Forêt-Carrière en Guinée. Parce que le virus nous impose son rythme. Tellement cette épidémie est inédite et on manque de recul et d'outils et de connaissances. Même si aujourd'hui ce n'est plus comme il y a 3 mois ou il y a 6 mois. Aujourd'hui, on sait comment vaincre Ebola. Ça, ce n'est plus un secret. Alors,
hommage à ces volontaires de la Croix-Rouge. C'est vraiment des gens exceptionnels. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le 8 mai, donc c'est la journée de la Croix-Rouge. On célèbre notre fondateur, Henri Dunant, mais c'est vraiment l'occasion pour moi de dire merci à ces gens-là. Je vais vous dire une chose, moi, qui m'a toujours impressionné, pour le cas de la Guinée, mais c'est pareil, en Sierra Leone et Libéria. Depuis le premier jour, je suis arrivé en Guinée le 2 avril 2014. J'y suis jusqu'à aujourd'hui. Tous les jours que mon téléphone sonne et que ça vient du terrain, que ce soit de Gekedou, Macenta, Kissidougou, Forêt-Karia, Kindia, Sigiri, Kankan, Boké, Dubreka, partout dans le pays on a des équipes Croix-Rouge avec des volontaires qui sont déployés à faire des activités de sensibilisation pour éveiller les consciences, à faire des activités de contrôle de l'épidémie en faisant les enterrements sécurisés. Dès que mon téléphone sonne, ma hantise c'est qu'on me dise qu'il y a un des volontaires qui est infecté. Aujourd'hui en Guinée, on a atteint plus de 200 travailleurs de santé qui ont été infectés, parmi lesquels 54% sont décédés. Imaginez dans nos pays où on n'a pas assez de personnel de santé. Sachant que les volontaires de la Croix-Rouge, dans cette épidémie, sont assimilés aux travailleurs de la santé, puisque ce sont les hygiénistes en fait. Comme dans tous les hôpitaux, on a besoin d'hygiénistes. Eh bien, il n'y a pas une seule démission. Une seule personne n'a eu peur pendant un moment de dire non. Et pourtant, on a eu des cas d'infection au sein de nos équipes. Il y a eu de nos chauffeurs qui sont aussi volontaires de la Croix-Rouge, qui se sont infectés. On a perdu 2 chauffeurs en Guinée forestière, à Macenta et Zérékoré. On a perdu des jeunes volontaires que moi j'ai été voir, saluer, et une semaine après ils sont infectés et je suis l'évolution de leur maladie jusqu'à leur décès, avec toute la culpabilité bien sûr que ça comporte. C'est des gens, je ferme les yeux, j'ai encore leur visage. Moi je me dis qu'est-ce que j'aurais pu faire pour leur éviter ça. Bref, une fois il y a une jeune fille de 19 ans qui a été attaquée. Elle fait partie d'une équipe d'enterrement digne et sécurisée qui a été déployée en Forêt-Karia, donc à la frontière avec la Sierra Leone, à plus que 150 km de Conakry. Cette jeune fille son équipe a été appelée pour aller faire un enterrement. Ils sont venus et le plus normalement du monde ont commencé à faire le travail. Mais le problème c'est qu'il y a eu une réticence tout de suite en fait qui est apparue. Alors même qu'on nous avait dit que c'était bon, qu'il n'y a pas de problème, on peut venir faire le travail. Un groupe de femmes est sorti. C'était la seule fille du groupe. L'équipe avait des femmes qui sortaient avec des bâtons, des couteaux, donc avec des intentions qui étaient visibles. Donc notre équipe Croix-Rouge a fui. Malheureusement, la jeune fille étant fille, elle courait moins vite que les autres. Elle a été rattrapée. Les villageois l'ont battue à mort. C'est-à-dire, elle était par terre, laissée pour morte. Elle était inconsciente. Et la discussion, c'était pour dire, bon, maintenant, on va la tuer. Comment on la tue? On lui coupe la tête, etc. Et pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui passait, un motocycliste, qui leur dit non, il faut la tuer, mais si vous le faites dans le village, ça va porter malheur au village. Donc laissez-moi la transporter sur la moto, comme ça je l'amène à la clairière, à l'entrée du village, là, au moins le sang qui va être versé ne va pas souiller le village. Ils ont dit ok. Le temps qu'ils l'amènent sur la moto, les villageois ont dit bon ok, on va chercher un bon couteau pour l'égorger. Heureusement, ce motocycliste-là a sauvé la fille, parce que dès qu'il a pris la fille, il a accéléré. Il est parti. C'est comme ça que cette jeune fille, la minute après que j'ai su ça, on a un délégué chargé de la gestion psychosociale de nos volontaires, j'ai immédiatement mis sur le dossier. Donc il est parti tout de suite, il a quitté Conakry pour aller rejoindre là-bas. Ils ont récupéré la fille, on l'a amenée à Conakry, on l'a prise en charge psychologiquement et aussi cliniquement parce qu'elle avait des traumatismes, etc. Et puis aussi des blessures un peu légères, physiques, etc. Donc elle a été traitée pendant 1 semaine, 2 semaines. Et elle s'est sentie mieux. Et alors nous, dans notre idée, on se disait, bon, ok, c'est les jeunes de toute façon, on la renvoie dans sa famille, on lui donne même quelques mois de salaire, etc., de paiement d'indemnité. Les volontaires n'ont pas de salaire. On leur donne juste des perdiums quand ils sortent. Mais à notre grande surprise, elle a dit non, je retourne à mon équipe, je retourne au boulot. On lui dit, mais comment ça? Tu te rends compte de ce qui vient de t'arriver, à ce à quoi tu as échappé à la mort? Elle dit, je sais, mais je retourne.
je vais me battre. C'est mon pays. Je veux vaincre Ebola. Je ne peux pas rentrer chez moi. Je dois rejoindre mon équipe et je dois continuer le combat. Voilà pourquoi je dis ces gens-là. Aujourd'hui, si on est arrivé à ce niveau-là avec le virus, à le contenir, sincèrement, c'est grâce aux volontaires de la Croix-Rouge. Que ce soit au Libéria, que ce soit en Sierra Leone, que ce soit en Guinée. Des exemples comme ça pour vous donner des dizaines. Et puis-je juste vous demander, est-ce que les personnes qui ont agressé cette jeune volontaire de la Croix-Rouge ont été poursuivies? Comment poursuivre ces gens-là? Voilà des gens qui normalement ont besoin d'être sensibilisés, pas pour d'être poursuivis. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça juste par peur. Parce que pour eux, ces volontaires sont venus apporter le virus dans leur village. Et c'était toute la problématique à laquelle on a dû faire face pendant toute la riposte. C'est ça la particularité d'Ebola. C'est-à-dire que la personne qui vient t'apporter le soin, qui vient te sauver, c'est cette personne-là que toi tu vois comme ton ennemi. Alors du coup, c'est compliqué. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on rentre dans des villages pour apporter les soins, pour contrôler l'épidémie, protéger les communautés. Ces communautés, par manque d'informations, simplement, et ça aussi, bon, c'est pendant un moment facile de critiquer les gens chargés de la communication, de la sensibilisation, en disant que ouais, la communication ne marche pas, etc. Et c'est pas facile de faire la communication dans nos pays là. Quand vous avez des problèmes d'électricité, des problèmes de radio, la radio nationale même n'est pas captée en province, etc. Mais quand c'est dans ce contexte-là, c'est difficile de faire de la sensibilisation. Voyez. Et est-ce que aujourd'hui les messages parviennent mieux aux populations? On sait que lorsque l'épidémie a débuté, quelques mois après, on s'est clairement rendu compte que la sensibilisation, les messages ne marchaient pas, la communication avait failli. Et donc, les gens ont travaillé à adapter les messages de communication aux us et coutumes des communautés, mais aussi à imaginer d'autres formes de communication qui pourraient parvenir jusqu'aux communautés. Vous qui avez des équipes sur le terrain, est-ce que vous pouvez nous dire au jour d'aujourd'hui, est-ce que les gens au fond des forêts sont plus informés et par là même, est-ce que vos équipes font moins face à des scènes de réticence à la sensibilisation? Sincèrement, la réticence a énormément baissé. Elle est vraiment sporadique maintenant. Elle n'existe d'ailleurs que dans des localités où il y a encore des cas, il n'y en a pas beaucoup. C'est dans une seule localité de Forêt-Caria, par exemple, une seule sous-préfecture, une petite commune où on a eu un cas de résistance, par exemple, cette semaine-là. Évidemment, il y a un mois, il y a 2 mois, ce n'était pas le cas. Mais c'est un travail de tous les jours pour réduire la réticence. Qu'est-ce que la Croix-Rouge a fait? Nous, en tant que Croix-Rouge, on s'est dit, nous sommes de la communauté de toute façon. On a été chercher les leaders communautaires. Le grand imam de Conakry, par exemple, c'est quelqu'un qui, depuis le mois de décembre, travaille avec la Croix-Rouge, appuie la Croix-Rouge pour sensibiliser les communautés. Nous organisons des séances de sensibilisation pour l'ensemble des localités. On fait des tournées dans une préfecture. C'est comme si aujourd'hui on allait à Saint-Louis, mais on appelle tous les imams de la région de Saint-Louis qui viennent et le grand imam leur donne un message. Les messages que nous avons produits dans le cadre de la cellule nationale de coordination de riposte à Ebola. Et au-delà des imams, le grand prêtre, par exemple, l'archevêque de Conakry, c'est quelqu'un avec qui on a fait exactement la même chose, c'est-à-dire des campagnes de sensibilisation et surtout au niveau des églises, des messages qui ont été faits passer. Parce que ces gens-là sont des gens qui sont écoutés par la communauté. On a même l'association guérisseurs traditionnels. Ce sont des gens, par exemple, là, le 21-22 mars, on les a tous convoqués, leur association, on a fait un travail. Et ces gens-là, à chaque fois, on leur donne une formation. Depuis plus de 2 mois maintenant, dans chaque localité où il y a des cas, nous prenons nous, Croix-Rouge, nous prenons les imams de la localité. Nous les formons pour nous permettre de comprendre ce que c'est qu'Ebola, comment se protéger, comment protéger sa communauté. Et nous les associons dans notre travail. Et ça a aidé à beaucoup faire baisser les réticences. C'est quelque chose qu'on a fait malheureusement tardivement, parce que nous, notre rôle dans cette riposte, c'était pas de faire ça forcément, la sensibilisation. Pardon. Notre rôle, c'était plus les enterrements dignes et sécurisés. Mais quand nous échouons, nous tous acteurs humanitaires,
dans la sensibilisation, c'est le virus qui sensibilise à notre place. Et comment le virus y sensibilise? C'est en décimant la population. Au dernier trimestre ou l'avant-dernier trimestre de 2014, Macenta était devenu l'épicentre. Macenta, en Guinée forestière, était devenu l'épicentre. Il y avait des villages où on ne pouvait pas entrer du tout, où nos équipes ont été caillassées, où nos voitures ont été... on a subi toutes sortes de violences, physiques même. On nous a tabassés, nos volontaires ont été pris en otage, parfois, entre guillemets, où les gens étaient convaincus que ceux-là qui viennent pour nous apporter la maladie, le virus Ebola. Parce qu'il n'y a pas, la communication n'a pas marché, donc ils ne sont pas sensibilisés, ils n'ont pas la bonne information. Le fait que les gens n'ont pas eu la bonne information en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone, a contribué aussi à allonger la durée de cette épidémie. Et c'est pour ça qu'il est important de sensibiliser avant même les crises. Je parle pour les pays comme le Sénégal, Mali, etc., Mauritanie, Niger. Il ne faut pas attendre qu'Ebola vienne pour commencer à parler d'Ebola. Il faut parler d'Ebola maintenant, parce que maintenant les gens vont vous écouter. Maintenant, quand vous pouvez aller dans les villages, on ne va pas vous tabasser. Mais quand Ebola vient, Ebola fait tellement mal que ça détruit tout. Et le virus opère comme ça. Le virus est malin, il est malicieux, il est vicieux. J'aimerais que vous reveniez sur l'état d'esprit des volontaires. L'état d'urgence, c'est 3 mois et l'épidémie d'Ebola, ça va bientôt faire 2 ans. 1 an et demi que vous êtes en état d'urgence. Au niveau de vos équipes, quel est le moral? Qu'est-ce que ça fait de travailler 24 heures sur 24 pendant plus d'1 année, d'être sous pression, de travailler à faire reculer une maladie qui peut à tout moment vous tuer? On est fatigué? Non, c'est pas vrai. On est préparé à ça. Mais par contre, on est frustré. En fait, Pourquoi? On est frustré parce que combattre un virus pendant tout ce temps-là sans arriver à l'éradiquer, c'est frustrant. Et c'est pas parce qu'on n'a pas eu les moyens. On a eu énormément de moyens. On a eu toutes les ressources qu'on a demandées jusqu'ici pour le maîtriser. Mais il faut avouer que ce virus-là, il est malin. Mais nous avons appris à le connaître. Et aujourd'hui, nous savons le tuer. Parce que c'est un virus qui nous tue si on ne le tue pas. Bien sûr, il a eu le temps de faire beaucoup de dégâts. Nous avons perdu beaucoup de travailleurs humanitaires, énormément dans tous les pays. Que ce soit la Croix-Rouge, que ce soit... Nous, on en a eu moins, mais on en a eu, quoi. Je veux dire, un décès, c'est beaucoup déjà. Mais toutes les autres institutions, Médecins sans frontières en particulier, OMS a eu des cas, etc. Mais c'est vraiment un sentiment de frustration, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense, nous commençons franchement à dire ouf, enfin. Parce que là où on a contenu maintenant le virus, là où on l'a coincé, c'est-à-dire dans cette zone-là, la frontière entre Sierra Leone et Guinée, au sud de Conakry, et à la frontière, Forêt-Caria et Kembia. Sincèrement, je ne pense pas que ce virus puisse nous échapper. Le seul risque, parce que c'est un virus aussi, bon, qui, c'est vrai, il tue son hôte. Un jour ou l'autre, il va, parce que quand il rentre chez quelqu'un, il le tue. 64% en Guinée, un peu moins dans d'autres pays. Le taux de létalité est énorme, on va dire. Quand un virus qui tue son hôte est appelé à disparaître de lui-même un jour, parce qu'il aura fini de tuer et puis il n'y aura plus de contact. On l'a coincé, sincèrement. Et cette frustration fait place en fait à une sorte d'espoir de nouveau, de dire que ce qu'on a réussi à faire au Libéria, et puis on va le faire en Guinée, en Sierra Leone, d'ici peu. Alors, impossible de prédire, parce qu'encore une fois, il suffit qu'une personne contacte, quitte Forêt-Caria ou n'importe quelle localité de cette zone de Basse-Guinée affectée pour aller ailleurs dans le pays et développe après les symptômes pour que l'épidémie soit relancée dans cette région. Parce qu'un contact, c'est quelqu'un qui a touché un malade Ebola ou un cadavre Ebola, soit à travers le lavage mortuaire ou lorsque le malade était malade et qu'on vient lui rendre visite, qu'on le salue, qu'on le touche, etc. Mais on ne développe pas tout de suite les symptômes. On peut rester 21 jours avant de les avoir.
Et pendant ce temps-là, on est en forme comme tout le monde, donc on peut se déplacer, on peut prendre la voiture. Même s'il y a des contrôles sanitaires, on vous flash avec le thermoflash, vous n'avez pas de température, donc vous passez, on vous fait juste laver les mains, c'est tout. Et c'est ça le gros risque. Moi, ma crainte aujourd'hui, c'est comment contrôler les contacts, comment assurer un suivi des contacts qui soit 100%. Merci beaucoup, Monsieur Aliou Boli. Je rappelle que vous êtes le représentant de la Fédération des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en Guinée. Merci beaucoup d'avoir accordé cette interview à la West Africa Democracy Radio. Merci d'avoir suivi Réflexions sur Ebola. Vous pouvez retrouver ce programme sur notre site internet www.adr.org, sur Facebook à Monitoring the Ebola Response, sur Twitter Ebola Governance. Rendez-vous mercredi pour un nouveau numéro de Réflexions sur Ebola.